matin, pour ce café, nous allons parler de la semaine de la presse et des médias à l'école. Quelle implication pour l'éducation aux médias? Alors déjà, il faut dire que la semaine de la presse et des médias dans les écoles, c'est une initiative qui permet aux apprenants de connaître l'univers des médias, de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. C'est une initiative qui se déroule, disons, en France depuis une trentaine d'années et qui a été initiée par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information basé à Paris. Alors, que fait ce centre-là qui initie cette semaine de la presse et des médias dans les écoles? Ce centre a pour mission d'abord la formation des enseignants en éducation aux médias et à l'information, la production ou la coproduction de ressources pédagogiques, la promotion d'une pratique citoyenne. Donc, il faut dire essentiellement que cette semaine est comme une activité, cette semaine est comme une semaine au cours de laquelle des activités civiques et citoyennes sont organisées afin d'aider les apprenants. Donc cela implique le monde scolaire, afin d'aider les apprenants d'abord à connaître le système des médias, à développer le goût de l'actualité, à former leur jugement critique et à forger également leur identité de citoyen. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'information est à la portée de tous et tout le monde la relaie comme... c'est-à-dire l'information est relayée comme nous la recevons. Donc, il est important aujourd'hui d'éduquer le citoyen, d'éduquer les jeunes à former, c'est-à-dire à forger leur esprit critique, de sorte à ce que lorsqu'ils reçoivent une information, qu'ils se demandent d'abord si ils ont besoin de partager cette information. S'ils ont vraiment besoin de partager cette information. Et ce temps de réflexion leur permet d'avoir un jugement critique sur le contenu de ce qu'ils ont reçu. Alors, pourquoi nous nous sommes intéressés à cette semaine qui, en réalité, ne s'organise pas au Bénin? Nous nous sommes intéressés à cette semaine parce que, d'abord, nous faisons des recherches sur les sciences de l'information et de la communication, mais aussi parce que nous travaillons avec les adolescents, les jeunes, sur l'éducation à la citoyenneté. Voilà. Quand on parle également de semaine de la presse et des médias dans les écoles, c'est dire que les médias doivent aller à la rencontre des apprenants afin de les aider à comprendre un peu comment ils fonctionnent, c'est-à-dire lever une sorte de voile ou de mythe sur comment fonctionne la presse, comment fonctionnent les médias, l'information, d'où vient l'information, comment elle est traitée et comment elle est rendue au public. Si la semaine de la presse et des médias dans les écoles n'est pas organisée au Bénin et que nous nous intéressons à cela, c'est déjà pour attirer l'attention d'un certain nombre d'acteurs sur le fait qu'aujourd'hui, il est impérieux d'éduquer tout citoyen à l'information, aux médias et au numérique. Nous sommes à l'ère du numérique et quand on parle d'information, c'est qu'elle est vraiment à la portée de tout le monde via les réseaux sociaux. Donc, voilà un peu. Alors,
Qu'est-ce que cette semaine implique pour nous autres? Cela implique que désormais, nous pouvons nous inspirer de ce qui se fait ailleurs pour voir comment éduquer les populations à l'information et aux médias. Et quand on parle d'éducation aux médias, c'est quoi? D'abord, c'est une pratique citoyenne qui devait émaner des médias. C'est-à-dire, les médias doivent désormais aller à la rencontre du citoyen, aller à la rencontre des plus jeunes, des apprenants, afin d'échanger avec eux, de sorte à ce que progressivement, que les adolescents, les jeunes ne s'intéressent plus seulement aux novellas, aux feuilletons, à la distraction, mais qu'ils s'intéressent à l'actualité, parce que l'actualité permet quand même aux jeunes de se forger leur propre opinion, de s'intéresser déjà à ce qui se passe dans le pays et de se dire, bon, en tant que futur citoyen, demain j'aurai mon mot à dire, et pour que j'ai mon mot à dire, il faut que j'ai l'information. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Pour que l'éducation aux médias et à l'information soit une réalité chez nous, il y a des acteurs impliqués. Et parlant d'acteurs, moi je pense déjà à 3 catégories d'acteurs. D'abord, il y a les ONG de façon traditionnelle qui interviennent dans l'éducation aux valeurs civiques et à la citoyenneté. Il y a les médias qui naturellement sont interpellés et qui doivent prendre l'initiative d'aller vers les citoyens désormais, d'aller vers les plus jeunes. Et il y a également les institutions étatiques. Je veux parler des institutions étatiques qui sont dans le domaine de l'éducation. Je veux parler des ministères de l'enseignement maternel et primaire, ainsi que je veux parler du ministère de l'enseignement secondaire et du ministère de l'enseignement maternel et primaire qui peuvent décider d'introduire de façon progressive cette problématique d'éducation aux médias et au numérique dans les programmes scolaires. Merci. Oui, effectivement, les apprenants ont des préoccupations. D'abord, il faut dire que avant qu'on ne commence pas à initier ces causeries, les enfants voient leurs parents lire des journaux, quelquefois ils regardent la télévision, mais leur préoccupation, ce n'est pas l'actualité. Ce ne sont pas les débats et autres, mais ce sont les novellas, les séries, les films et autres. Et quand les enfants sont généralement informés, peut-être par les parents, par d'autres amis et autres. Et quand on leur parle, à travers ces causeries, lorsqu'on leur dit que désormais, ils doivent commencer par s'intéresser à l'actualité, ils doivent faire attention à ce qu'ils relaient à travers leur smartphone. Ils se disent, mais pourquoi, de façon consciente, les gens publient ce qui est faux? Parce que pour eux, en réalité, on ne doit pas publier ce qui n'est pas. Donc on leur explique qu'il y a des professionnels des médias qui font un travail. Il y a aussi tout amateur qui peut choisir d'informer, de publier ce qu'il veut dans l'intention peut-être de diffamer. Il faut dire que c'est déjà heureux que la presse universitaire continue son travail de formation de la pépinière. Vous savez, la presse universitaire, c'est une presse-école qui a formé beaucoup de professionnels, beaucoup, disons, d'hommes des médias. Et d'aujourd'hui. Voilà, d'aujourd'hui. Beaucoup de professionnels des médias ont pris part à ces organes de la presse universitaire. Donc, maintenant, par rapport à ce qui se fait, je pense que
quand je jette un regard sur les 3 organes, c'est-à-dire le révélateur, le héros et Radio Univers, ils essaient, disons, chaque année d'améliorer un peu ce qui se fait et de s'adapter aussi aux nouvelles technologies. Parce que quand je prends les journaux, ce n'était que du papier. Aujourd'hui, ils sont en ligne et ils évoluent au rythme voilà, ils s'adaptent à l'évolution du temps, ce qui est déjà heureux. Maintenant, par rapport à la qualité du travail, à la formation, je pense que les organes faîtiers de la presse, disons nationale, doivent voir dans quelle mesure renforcer leur capacité afin que cette presse-là, qui est la presse qui forme à la base, cette presse à travers laquelle beaucoup d'étudiants font leurs premières armes, font leurs premiers pas, soit plus efficace et plus, disons, plus crédible. Je voudrais finir par le financement. Effectivement, il y a de cela 10 ans, voire 8 ou 5 ans, il y avait un accompagnement des autorités universitaires, un accompagnement à la presse universitaire, ce qui n'est plus le cas. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui où les organes de la presse universitaire peinent à s'en sortir en termes de parution, en termes d'organisation, d'activités qui visaient à renforcer les capacités des journalistes, même des projets qui sortaient un peu du cadre du journalisme, à renforcer les capacités des étudiants en termes de militantisme et d'engagement citoyen. Mais je crois que, comme je l'ai dit, c'est aux acteurs actuels, ceux qui dirigent actuellement la presse universitaire, de voir un peu comment sortir du cadre universitaire, d'aller chercher des partenaires ailleurs. Les partenaires existent. Il suffit d'avoir de très bons projets, de savoir convaincre pour les avoir. Aussi, j'ai parlé de l'adaptation. La presse universitaire évolue en fonction du temps aussi, des nouvelles technologies. Donc, voilà, l'Internet, le numérique, tout ce que cela comme canaux de diffusion et autres. Donc, le financement n'y est plus, c'est-à-dire du côté des acteurs universitaires, mais la presse universitaire continue par faire ce qu'elle fait et pas aller même au-delà de ce que nous avions eu à faire en notre temps. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je vous souhaite une bonne fête, parce que l'eau mérite d'être célébrée. Je suis sûr que ce matin, chacun de nous a bu de l'eau avant de sortir. On ne peut s'empêcher de boire de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Je crois que c'est depuis 1993 que les Nations Unies ont retenu la date du 22 mars dans le cadre donc, de l'agenda 21. Donc, le sommet donc, de 92, donc, qui avait permis donc, de lancer l'agenda 21, que cette journée a été retenue. Alors, et cette année, le thème choisi, c'est « Ne laisser personne de côté ». Alors, si on se réfère donc, aux objectifs de développement durable, l'objectif 6, qui concerne donc l'eau, on se rend bien compte qu'effectivement, on demande au pays d'atteindre l'accès universel, l'accès universel à l'eau d'ici 2030. Donc vous comprenez que ne laisser personne de côté, ça rejoint donc cet objectif de développement durable qui donc veut que effectivement qu'en 2030, que toutes les personnes vivant donc sur la terre aient un accès donc à l'eau. Alors,
Mais lorsqu'on dit ne laisser personne de côté, qu'est-ce que donc cela signifie? Cela signifie véritablement qu'il faut faire en sorte que les groupes marginalisés, les groupes marginalisés, ce sont les femmes et les enfants qui subissent très souvent donc, la corvée d'eau. Ce sont les personnes handicapées dont on ne pense pas, qui ne sont pas capables de se mouvoir pour aller donc, à la recherche de l'eau. Ce sont les réfugiés, ce sont donc les peuples autochtones. Mais quand on vient dans le contexte du Bénin, il s'agit donc des populations donc, qui sont éloignées, très éloignées, qui vivent dans des localités très enclavées. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Quand on vient même au niveau donc, de nos grandes villes, en milieu périurbain, la SONEF vous dira ce n'est pas une zone urbanisée, alors mon réseau ne peut pas aller là. Avec, dans une certaine mesure, elle a raison. Mais en même temps, est-ce qu'on doit laisser ces personnes-là et attendre que la zone soit urbanisée avant qu'on amène de l'eau? Donc je crois que c'est tout l'intérêt, tout le sens donc, de ce thème-là, qui veut que tout de suite et maintenant, qu'on puisse penser à ces personnes qui sont marginalisées et qu'on fasse en sorte que ces personnes-là aient aussi accès à l'eau. C'est le sens donc de ce thème qui a été choisi, qui nous amène à demander à nos États, à interpeller nos États sur la nécessité donc de développer ce qu'on appelle des politiques publiques pro-pauvres. Parce qu'on dit, tout le monde n'a pas la même capacité financière pour payer la facture d'eau. Là aussi, il faut faire attention à ces personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter la bassine d'eau pour la consommation. Donc, il faut absolument que nos États fassent attention et développent donc ce genre de politique, de stratégie pour qu'effectivement ces personnes aussi qui n'ont pas les moyens aient accès à l'eau. Nous allons y venir parce que l'eau est devenue depuis 2010 un droit fondamental, un droit de l'homme fondamental. Et vous savez très bien que si on reconnaît l'accès à l'eau comme étant un droit fondamental, alors absolument toutes les personnes devraient donc avoir droit donc, à l'eau. Voilà. Donc globalement c'est la signification donc, de ce thème-là. Et pour en revenir à la question donc, de l'eau comme droit fondamental, je crois que ça a été pour les Nations Unies un grand pas. Un grand pas parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui réclamaient cela depuis longtemps pour qu'on puisse reconnaître donc l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit fondamental. Parce que ça a des implications. Ça a des implications. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, que l'eau est un droit fondamental, qu'est-ce que ça signifie régulièrement? Ça veut dire que chacun, sans discrimination, a le droit à un approvisionnement suffisant. Quand on dit approvisionnement suffisant, et physiquement accessible. Physiquement accessible. À un coût abordable. Et une eau potable et de qualité acceptable pour tous les usages personnels et domestiques, qu'il s'agisse de boissons, d'assainissement individuel, donc de lavage de linge, de préparation des aliments ou d'hygiène personnelle et domestique. Vous comprenez avec moi que c'est une grande victoire donc que de considérer l'accès à l'eau comme un droit fondamental parce que cela permet donc à tout individu donc de demander à son État non seulement de lui fournir de l'eau, mais à un coût abordable. Ça veut dire qu'on doit tenir compte, de la capacité des populations à payer le service. Ici, on parle de service, on ne paie pas l'eau, mais on paie le service de l'eau. On paie le service. Donc, il faut tenir compte du coût. Est-ce que vous voyez? Le coût doit être abordable pour les populations. Mais ensuite, on dit une qualité acceptable. Ça veut dire qu'on ne doit pas fournir n'importe quelle eau aux populations. On doit faire en sorte qu'effectivement, que les populations aient accès à une eau de qualité acceptable. Et ça, c'est très important aussi. Maintenant, on parle d'approvisionnement suffisant. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement vous donner un petit bidon d'eau, mais on doit faire en sorte que l'eau donc, que l'on vous fournit, que cette eau-là puisse vous permettre de laver votre linge, de vous laver vous-même et pour les besoins domestiques. Donc, vous comprenez que c'est très important
la question du droit fondamental à l'eau et je crois que nous avons un travail à faire pour d'abord amener aussi bien les populations que nos autorités à divers niveaux, aussi bien les maires et autres, à comprendre qu'effectivement, que depuis 2010, maintenant les populations ont droit à l'accès, c'est un droit fondamental, la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Alors, dans notre pays, quelle est la situation? Pour rapidement parler donc du Bénin, alors il faut dire que des efforts ont été faits ces dernières années pour améliorer donc, le taux d'accès des populations à l'eau. Alors, avec l'ancienne méthode de calcul, on était à plus de 50% avec l'ancien gouvernement, mais la méthode de calcul a été revue. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, c'est qu'avant, pour calculer le taux de décette, on disait quand on fait un point d'eau en milieu rural, donc on considère qu'on a donné de l'eau à 300 habitants. Mais on s'est rendu compte que cette façon de calculer le taux de décette n'était pas réaliste. Parce qu'il peut arriver des villages qui ont moins de 300 habitants. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc les calculs n'étaient pas bons. Donc je crois qu'avec le nouveau gouvernement, donc, il y a eu donc, une révision donc, de la méthode de calcul et aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, parce que aussi, compte tenu de quand on connecte une zone, donc la SONEB avait un nombre d'abonnés. On dit, bon, si le réseau vient à votre... Donc, on considère que, voilà, que tous ceux qui sont... Or, mais la personne peut ne pas avoir les moyens d'avoir le branchement. Donc, la méthode actuelle de calcul permet, effectivement, de s'assurer que le ménage est effectivement connecté au robinet. Est-ce que vous voyez? Donc, avec ça, donc, évidemment, les chiffres ont été revus. Et en milieu rural, en 2017, selon donc, les statistiques de l'aide-mémoire, donc chaque année, il y a une revue sectorielle eau et assainissement qui a souvent lieu, qui rassemble tous les acteurs et autres. Donc, il y a souvent un travail qui est fait. Et ce sont ces chiffres sortis-là qui constituent les chiffres officiels. Donc, l'année dernière, donc, les chiffres officiels en 2017, en milieu rural, c'est 41,8%. Et 41,8%. Et en milieu urbain, donc, concernant donc, la SONEB, nous sommes à 55%. Alors, donc, nous sommes en 2019. Donc, cette année, il y aura la revue sectorielle pour la gestion 2018. Donc, on aura donc, les statistiques de 2018. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis sûr qu'on est au-delà des 41% en milieu rural. Et on est au-delà des 55% parce qu'en 2017 et actuellement, il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de réalisations qui ont été faites parce qu'actuellement, avec le nouveau gouvernement, il faut saluer l'engagement du chef de l'État à réaliser l'accès universel d'ici 2021. C'est ça qui est dans le programme d'action du gouvernement. Alors que les Nations Unies ont dit c'est d'ici 2030. Mais le président Talon a dit qu'il faut absolument réaliser cet accès universel d'ici 2021. Donc il faut encourager cela. Et c'est dans ce cadre qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été introduites, notamment la création, la mise en place de l'agence d'approvisionnement pour l'eau potable en milieu rural. Donc il y a une agence maintenant qui s'occupe de tout ce qui est approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et au niveau de la SONEB également, il y a une réforme qui est en cours qui va conduire à la scission de la SONEB en deux sociétés, une société de patrimoine et une société de distribution, parce que selon le gouvernement, ces différentes réformes devraient conduire à effectivement atteindre cet objectif-là d'accès universel d'ici à 2021. Donc voilà l'état des lieux. Mais il faut dire, si on revient à notre thème, au thème de la Journée mondiale de l'eau, ne laissez personne de côté, c'est qu'on doit s'interroger. Est-ce qu'en améliorant le taux d'accès à l'eau potable aux populations, est-ce que nos autorités font attention aux personnes ne disposant pas, qui n'ont pas la capacité financière de payer la facture ou d'acheter la bassine d'eau dans nos villages? Est-ce qu'on fait attention aux femmes et aux filles qui font la corvée d'eau? Vous voyez souvent dans nos villages et même en ville ici, lorsque le ménage n'a pas de l'eau, systématiquement c'est la femme qui se rend au point d'eau avec la bassine sur la tête. Est-ce que vous voyez? Les personnes handicapées, ils se retrouvent parfois dans des maisons où vous avez une personne handicapée. Est-ce que vous voyez? Les réfugiés et autres là. Donc nous n'avons pas ces cas de figure parce que nous ne sommes pas un pays en crise, heureusement. Mais je pense que
un effort doit être fait pour que les personnes donc, qui vivent en milieu périurbain, parce que c'est ça la situation du Bénin. Vous avez aujourd'hui des gens qui vivent, quand on dit périurbain, le milieu périurbain de Cotonou, vous savez, c'est les quartiers qui sont à l'extrémité, les quartiers comme Laji et autres, où les gens encore n'ont pas accès à l'eau. Parce que la question de l'urbanisation n'est pas réglée. Et la SONEP dit, je ne peux pas aller dans une zone où on n'a pas tracé les voies, où je ne suis pas sûr que mes tuyaux soient sécurisés et tout ça. Donc maintenant, le thème de l'eau de 2019 nous invite à interpeller le gouvernement sur la nécessité de faire en sorte que ces personnes-là aussi aient accès à l'eau. Parce que, je me rappelle bien, quand on était au sommet, au Forum mondial de l'eau en 2012 à Marseille, qui était le Forum des solutions, il y a des procédés, il y a des stratégies qui permettent, pour ces milieux-là, qu'on peut considérer comme des bidonvilles, comme des milieux bidonvilles, dans ces bidonvilles-là, vous avez souvent des dispositifs qui permettent aux populations d'accéder à l'eau. Ce n'est pas souvent le réseau conventionnel, donc des sociétés de distribution, mais vous avez, donc, et parfois même, c'est des véhicules qui arrivent comme des camions-citernes, qui arrivent dans ces milieux-là. J'en ai vu au Ghana. Voilà, au Ghana, ça existe. Donc, c'est des camions-citernes, souvent c'est dans des pays en crise qu'on a de ces camions-citernes-là, mais on peut avoir de ces situations-là, de ces dispositifs-là dans notre pays, pour donc voler au secours donc, de ces populations qui vivent dans ces milieux-là, qui ne sont pas, nous on parle de milieux non lotis, pour donc dire que ces milieux ne sont pas donc, encore urbanisés et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc des populations qui achètent encore l'eau plus chère. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Quand vous prenez la facture d'eau de la SODEV, il y a ce qu'on appelle la tranche sociale. C'est la tranche, on considère que, bon, comme l'eau est véritablement un bien social, donc on fait en sorte que pour la tranche 1 là, donc, le coût est moins élevé. Donc ça permet aux gens, bon, voilà, selon votre consommation, de donner de l'eau à tout le monde. Mais ce qui arrive, c'est que dans les villages, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il arrive que les gens achètent plus cher l'eau que même nous qui sommes dans la ville. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des choses à corriger. Et je crois que le thème, le choix de ce thème-là, ne laisser personne de côté, se justifie. Il y a également le fait qu'on dise, ah non, ce village-là, il est très éloigné. Vous voyez, il y a dans certaines régions, dans certaines communes, vous avez des populations qui vivent dans la ferme, qui passent pratiquement toute l'année dans la ferme et autres. Donc, des milieux qui sont difficiles d'accès. Donc, ça aussi, il faut corriger. Donc, on ne peut pas les laisser comme ça, laisser pour compte. Si on doit atteindre l'accès universel, ça veut dire qu'il faut aussi développer donc, des stratégies pour aller vers ces populations-là. Quand vous prenez la carte au niveau du Bénin, il y a des disparités en termes d'accès. Donc, vous voyez, entre départements, il y a des départements qui sont en avance par rapport à d'autres départements. Et quand vous venez même à l'intérieur des communes, vous avez donc des villages qui ont plus accès à l'eau. Donc, je crois que ces disparités, il faut également les corriger pour qu'on ne puisse vraiment laisser personne à côté et atteindre progressivement l'accès universel. Donc, voilà l'introduction que je peux faire par rapport au thème, par rapport au dispositif qu'il convient, aux stratégies qu'il convient de développer pour effectivement faire en sorte que personne ne soit laissé de côté dans notre marche vers l'atteinte de l'accès universel donc à l'eau et à l'assainissement. Merci, cher invité.